Bonjour et bienvenue chez Moonshine Video, le vidéoclub qui vous fait découvrir les trésors et curiosités du 7e art. Il est de notoriété publique que le cinéma hollywoodien n'a jamais vraiment compris la culture du manga et ses dérivés. Dragon Ball Evolution, Chevalier du Zodiaque et autres Battle Angel Alita. Quelques exemples parmi les tentatives d'adaptation sans saveur de ces univers, pourtant généreux en termes de narration. La faute à une industrie qui n'a pas su faire confiance à son public et qui s'est toujours sentie obligée de travestir le matériau de base pour l'adapter aux codes occidentaux et ne pas risquer de froisser le spectateur moyen. Déjà avec Godzilla, la compagnie de distribution Transworld Pictures préféra tourner des scènes additionnelles avec un journaliste américain nommé Steve Martin, joué par Raymond Burr, que vous connaissez sans doute pour être le visage de l'avocat Perry Mason. Ce journaliste avait un rôle de narrateur et avait pour but d'expliquer le film au public. Ah oui, et au passage, ils ont profité de ce nouveau montage pour minimiser la mention des tests nucléaires effectués par les États-Unis dans le Pacifique. Pas froisser ceux qui seraient mal à l'aise avec l'idée. En France, lors de sa sortie au cinéma, les gens auront droit à un montage hybride entre la version japonaise et la version US. Le journaliste restera, mais comme un simple personnage, et des scènes supprimées du montage original seront conservées. Une trentaine d'années plus tard, toujours en France, sous l'impulsion de Frédéric Ochédé, notre Dorothée bien-aimée, les productions japonaises feront leur petit bout de chemin dans la culture francophone. Même si certaines libertés de traduction pouvaient prêter à rire, comme ne manqueront pas de le faire remarquer les inconnus, le matériau de base était dans l'ensemble plutôt respecté. D'ailleurs, lors d'un voyage au Japon, pour une émission du Club Dorothée Vacances consacrée à la culture nippone, notre animatrice sera invitée sur les plateaux de tournage de la Toei, où elle se verra offrir un petit rôle dans 3 productions en cours à ce moment-là. Ses caméos dans Liveman, Bioman 3 chez nous, Kamen Rider Black et Jiraiya sont une forme de témoignage de gratitude pour la bienveillance dont elle fait preuve autour des productions japonaises. Ce qui ne sera pas le cas d'un certain Haim Saban. Là où Dorothée avait fait de son mieux pour préserver un tant soit peu l'histoire d'origine, Saban a pris le pli de charcuter des séries pour n'en conserver que l'esthétique. Tout le monde connaît évidemment la série Power Rangers et ses détournements abusifs de dizaines de séries de Sentai, dont les scènes en costume sont prélevées pour être redoublées et réinsérées dans une histoire plus occidentale. C'est là un triste regard sur la logique des producteurs états-uniens face aux réalisations en provenance du pays du soleil levant. Mais soyons clairs, j'apprécie les Power Rangers et l'univers qu'ils ont développé au fil des années. C'est juste que je trouve la démarche de base plutôt discutable. D'ailleurs, le film de 1995 offrait un exemple de ce genre de costume réalisé par des artistes occidentaux. Bien que rigides et inconfortables pour les acteurs, ils sont la preuve que cette série aurait pu se trouver une identité visuelle propre sans pirater celle de ses voisins. Ceci dit, si cette logique s'est ancrée dans les mœurs du spectateur de base, une tentative d'adaptation plus sincère vit le jour en 1991 sous la forme de l'adaptation du manga Guyver de Yoshiki Takaya. Il s'agit de l'histoire d'un jeune lycéen du nom de Sho Fukamashi qui, malgré lui, entre en possession d'une arme ultime extraterrestre nommée l'unité Guyver. Cette arme prend la forme d'une armure de combat biologique qui fusionne génétiquement avec son porteur. La société Chronos, dont le but est la domination mondiale par le biais des zoonoïdes, des humains capables de se transformer en monstres afin de décupler leur force, tente de récupérer l'unité Guyver coûte que coûte. Sho se retrouve donc obligé de se battre pour survivre et protéger les siens. Un manga destiné à un public adolescent et dont l'un des grands thèmes est la transformation du corps. Le manga en lui-même ne sera malheureusement jamais traduit en français, mais arrivera dans le courant des années 80 sur le territoire états-unien. Bénéficiant d'un petit succès auprès d'un public de niche grandissant sur le territoire de l'oncle Sam, c'est en 1989 que la proposition de travailler sur une adaptation live de Guyver sera faite à Joe Gitani, plus connu sous le nom de Screaming Mad George, un artiste spécialisé dans la création de monstres. Mais avant de pouvoir aborder le sujet plus en avant, et pour pouvoir présenter l'équipe qui travaillera sur cette adaptation, il va falloir parler d'un autre film. Voyons. Oui, mais ça vaut le coup, promis. Il s'agit d'un projet sorti de l'imagination de Steve Wang et qui fut fédérateur pour un noyau de jeunes créateurs d'effets visuels. Laissez-moi vous conter l'aventure qu'a été la réalisation de Kung Fu Rascal. Tout commence avec Steve Wang. Né à Taïwan en 1966, il se découvre rapidement des talents artistiques.
À l'âge de 4 ans, il était déjà un dessinateur assidu et s'inspirait beaucoup de l'univers des tokusatsu et principalement des séries Ultraman et Kamen Rider. Pour ceux qui se posent la question, le tokusatsu, c'est l'art japonais de réaliser des effets spéciaux. Il touche le maquillage, les costumes, les décors et autres maquettes et progressivement verra apparaître l'usage des effets numériques. Si vous êtes désireux d'en apprendre plus sur le sujet, je vous conseille la lecture du guide du tokusatsu, un très bon ouvrage qui vous apprendra tout ce qu'il faut savoir pour bien s'y retrouver dans ce vaste sujet qu'est le tokusatsu. À l'âge de 9 ans, il découvre l'affiche thaïlandaise d'un film Ultraman, The Six Ultra Brothers versus The Monster Army. Pour l'époque, c'est l'équivalent d'Infinity War. Un super crossover mettant en scène plusieurs franchises, contenant plusieurs Ultramen et leurs antagonistes. Le jeune Steve alla voir le film au cinéma et la révélation fut si intense qu'il finit par le voir 3 fois. Ce spectacle coloré où hommes en costume et monstres s'affrontent au rythme de chorégraphie endiablée sera pour lui une révélation. Il ne savait pas encore qu'il deviendrait lui-même créateur de monstres, mais il savait déjà que d'une manière ou d'une autre, cet univers ferait partie de sa vie. À la même époque, une campagne promotionnelle offrant aux participants la chance de gagner un masque d'Ultraman en plastique thermoformé fit naître en lui une passion pour les masques. Il faut savoir qu'à cette époque, les jeunes enfants étaient plutôt coutumiers des masques plats, découpés dans du carton. Ce relief et ce sentiment de réalisme le fascina au plus haut point. Peu de temps après, sa famille émigra aux États-Unis, plus précisément en Californie. Aux environs de la fête d'Halloween, il fit face à une nouvelle claque technique. Les masques en latex. Le réalisme, leur forme si complexe, ce florilège de textures et de couleurs, la présence de cheveux et de fourrures, ce fut pour lui une épiphanie. Durant 4 ans, il collectionna des masques en latex, mais cela finit par ne plus être suffisant. Non content de les collectionner, Steve décida d'apprendre à créer ses propres masques. Il écuma les bibliothèques et acheta des magazines traitant de maquillage et de la confection de masques de monstres. Des références comme Famous Monster ou Starlog devinrent vite ses ouvrages de chevet. Il y fit la connaissance de grands noms du milieu comme Rick Baker ou Stan Winston. Des grands noms pour qui il ne le savait pas encore, il finirait par travailler. Fort de ses enseignements théoriques, il acheta de l'argile et entreprit de mettre en pratique ce qu'il ne connaissait auparavant que par les livres. La sculpture devint vite son hobby à plein temps, occupant tous ses moments de libre. L'été de ses 14 ans, il lui arriva de travailler jusqu'à 18 heures par jour sur ses sculptures. Au point où sa mère commença à s'inquiéter. Histoire de le faire sortir pour prendre l'air et varier ses activités, elle demanda à Johnny Saiko, un des amis du grand frère de Steve, de le prendre sous son aile. 2 semaines plus tard, la mère de Steve retrouva ce dernier dans le garage, à fabriquer un costume intégral avec l'aide du dit Johnny. Ce fameux Johnny Saiko est arrivé en Californie suite à un déménagement familial amorcé par son père, fraîchement retraité de la Navy. Victime des stéréotypes assumant que les Asiatiques connaissaient forcément tous les arts martiaux et étant un grand fan de Bruce Lee, Johnny se retrouva fréquemment mêlé à des combats de rue. Le bruit de ses compétences martiales se répandit vite et il fut amené à rencontrer d'autres pratiquants des arts martiaux dans son voisinage. L'un d'eux s'avère être Greg Wang, le frère de Steve Wang. Ce dernier lui parla de son petit frère et lui expliqua que, malgré ses efforts, Steve n'accrochait pas aux arts martiaux et préférait jouer avec de l'argile. D'abord intrigué, Johnny découvrit rapidement la passion de Steve pour la création de créatures de SF. Centre d'intérêt qu'il partageait justement avec le jeune garçon, étant également un grand fan du travail de Rick Baker sur les créatures de Star Wars. Malgré la différence d'âge entre les 2 jeunes hommes, une grande complicité s'installa rapidement. Originellement présenté à Steve pour le sortir de cet univers et le normaliser, Johnny finit rapidement par suivre ce dernier dans sa passion et en peu de temps, ils se mirent à travailler de concert sur des projets de maquillage. En parallèle, Johnny finit par initier Steve à la pratique des arts martiaux. Il ne fallut pas longtemps avant que les 2 compères ne mettent à profit leurs compétences martiales et artistiques en réalisant avec un groupe de potes un court-métrage Super 8 de 30 minutes où ils mêlèrent kung-fu et humour. Ce petit court-métrage sera le prototype du futur Kung Fu Rascal.
La réalisation de courts-métrages en Super 8 était plutôt répandue à l'époque chez les jeunes cinéastes en herbe. C'est durant la post-production de ce film que Steve apprendra, toujours de manière autodidacte, à réaliser le montage d'un film. Si avec la technologie actuelle il est simple de produire du contenu audiovisuel, à l'époque, réaliser des films en Super 8 nécessitait un travail et un investissement qui se limitaient à une seule sphère de passionnés. C'est d'ailleurs par là que la vocation de grands noms du cinéma a pu prendre racine. Tim Burton, Peter Jackson, Steven Spielberg et beaucoup d'autres grands réalisateurs ont commencé par ce genre de petits courts-métrages. J.J. Abrams et Steven Spielberg réaliseront d'ailleurs le film Super 8 en hommage à cette période et à ce média si particulier. Le tournage se termina en 1985 et chacun entreprit son voyage vers Hollywood. Une fois sur place, Steve commença par quelques jobs sur des films à petit budget dont il ne gardera pas un grand souvenir, avant d'atterrir sur le tournage de Invader from Mars de Tobe Hooper, le remake d'un classique de 1953 réalisé par William Cameron Menzies. Là, il retrouvera Matt Rose, un des amis avec lequel il réalisa le court-métrage en Super 8, et tous deux côtoyèrent l'équipe des studios de Stan Winston pour la réalisation des effets du film. Suite à cette expérience, en 1986, Steve décrocha un boulot de sculpteur avec Sinovation, le studio de Rick Baker, et travailla sur Harry et les Henderson. Le boulot de Steve consista principalement à réaliser les pieds et la langue du Bigfoot. Pour la petite anecdote, Steve était tellement excité à l'idée de travailler pour Rick Baker que la veille de son premier jour de travail, il n'enferma pas l'œil de la nuit. Peu après, Steve fit un passage par la société Boss Film, connue pour son travail sur les fantômes de SOS Fantôme, et travailla sur un costume pour le film Hunter, pour lequel il réalisa des éléments de la créature devant apparaître dans le film. Son travail se limitait à la sculpture des designs de la créature qui, selon Steve lui-même, dans une interview qu'il donna au magazine Mad Movie en juin 2003, était plutôt peu inspiré. Durant son passage chez Boss Film, il fit la connaissance d'un autre artiste haut en couleur, Screaming Matt George. La même année, il retrouva son ami Matt sur le tournage de Evil Dead 2 et de Monster Squad, pour lequel ils furent embauchés par Stan Winston pour travailler sur le costume du Gilman, une référence à la créature du lagon noir. Pour des petits gars de seulement 20 ans, c'était une grande responsabilité et une sacrée preuve de confiance. La passion de Steve pour les costumes de monstres, en particulier celui de la créature du lagon originel, allait pouvoir pleinement s'exprimer sur ce projet. Rose et lui réalisèrent un type de costume inédit pour l'époque qui consistera à fabriquer un costume de monstre avec des pièces en mousse de latex qui se chevauchent et que l'on place ensuite sur un costume moulant en lycra sur le comédien. Cette méthode permet de cacher plus facilement les joints du costume et est devenue depuis un procédé standard dans le domaine. Il faut reconnaître que révolutionner les techniques du milieu à 20 ans et à peine 2 ans de carrière, c'est un palmarès plutôt impressionnant. Fort de cette expérience et ayant la confiance de Stan Winston, le duo fut chargé par ce dernier de donner vie au nouveau design de la créature qu'il venait de réaliser pour sauver le tournage du film Predator. Film avec lequel Steve était déjà familier pour avoir travaillé dessus à l'époque où il se nommait encore Hunter. Le design de chez Boss Film était tellement hors du propos du film qu'il mit la production à l'arrêt pour 7 mois. D'ailleurs, une anecdote connue est que c'est notre Jean-Claude Van Damme national qui avait la charge d'endosser le costume et qu'il a manifesté son désaccord pour le design et la praticité de celui-ci avec tellement de force qu'il a fini par être viré du projet. Au final, la suite des événements lui aura donné raison. Comme quoi, notre Jean-Claude, il faut l'écouter plus souvent. Enfin bref, c'est finalement Stan Winston qui a été appelé à la rescousse pour sauver le projet, et c'est à Steve et Matt de réaliser le costume. Le tout en 2 mois. Au début, ils étaient épaulés par Shannon Shea et David Kindlon, qui s'occupaient des effets mécaniques. Le quatuor, en sous-effectif, connut une période de travail fort soutenue, et des dires de Steve, il lui est arrivé de travailler 3 jours d'affilée sans dormir. Au bout d'1 mois, il parvint à convaincre Stan
de détacher plus de monde sur le projet, et durant les 4 dernières semaines, c'est pas moins de 26 personnes qui travailleront à réaliser l'un des costumes les plus iconiques du cinéma. Outre la technique de création de costumes mise à l'épreuve sur le Gilman, et après de grandes négociations avec Stan, Steve appliqua sur le Predator ce schéma de couleurs par taches qui rend la créature très organique et animale. Ce style de peinture développé par Steve sera sa marque distinctive et sera plus tard connu dans le milieu comme la peinture à la Steve Wang. Durant ce projet, ils retrouvèrent Eddie Yang, déjà rencontré sur Evil Dead 2, où ils s'occupèrent de la scène en stop-motion de la danse de Linda, et avec lequel ils seront plus tard amenés à collaborer pour réaliser les costumes de Hell Comes to Frogtown avec Roddy Piper. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler de ce film, car sinon je vais encore plus m'éloigner du sujet original de cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je serai heureux de revenir sur ce film une prochaine fois, tant il est divertissant et généreux en effets pratiques. Nous commençons progressivement à voir l'équipe se rencontrer, mais il manque encore 2 intervenants importants à notre narration. Ted Smith et Wyatt Weed. Tous deux originaires de Saint-Louis, à la frontière du Missouri et de l'Illinois, Ted et Wyatt sont de jeunes lecteurs de ciné fantastique et de Fangoria. Et depuis sa sortie, sont des fans inconditionnels de Predator. Comme souvent, quand ce genre de personnes se rencontrent, ça finit tôt ou tard par aboutir à la réalisation d'un court-métrage. C'est une sorte de loi naturelle, et on ne s'en plaindra pas, hein ? Enfin. Et de fait, en 1987, les 2 amis unirent leurs compétences sur un court-métrage du nom de A Night in the Wood. En plus de leur permettre de découvrir les différentes facettes de la réalisation d'un film, ce projet leur a permis de découvrir leur complémentarité dans ce genre de projet, principalement dans la réalisation d'effets à l'aide de miniatures. D'autre part, le budget limité de ce court-métrage va également révéler leur capacité à résoudre les problèmes de façon inventive et peu onéreuse. Juste après ce film, Wyatt a pris la décision de déménager à Los Angeles pour tenter sa chance dans la cour des grands, laissant Ted seul à Saint-Louis. À l'époque, Ted travaillait pour le développement photo de chez Sears, une grande chaîne de centres commerciaux en vogue à la fin du XXe siècle. Son travail, loin de l'épanouir, commençait à lui peser et à peine une semaine après le départ de Wyatt, il reçut un appel de ce dernier. So he left, went to California, less than a week, my phone rings, I'm like, hello? Well, he goes, yeah, I'm working on this zombie movie. I'm like, what? What the hell? He's like, yeah, I'm working on this low-budget zombie movie. I'll be honest with you, Ted, half the stuff on the set doesn't look nearly as good as what you do. Après ce coup de fil, Ted fonça voir son manager, remit sa démission et prépara sa valise pour retrouver Wyatt à Los Angeles. Suite à un coup du destin, son père mourut subitement juste avant son départ. Partageant le deuil de sa famille, il décida d'annuler son départ, mais sa mère s'y opposa car c'était pour lui une opportunité unique de réaliser son rêve et qu'elle ne voulait pas la lui faire manquer. C'est donc avec ses économies et une partie de l'héritage de son père qu'il devint voisin de Wyatt à Los Angeles. C'était l'avènement de la VHS et du direct-to-vidéo, et Ted décrocha son premier job chez Introvision Model Shop, en tant que modéliste pour le téléfilm Miracle Landing, commandé par la chaîne CBS. Il réalisa le cockpit d'un avion pour les séquences avec miniatures. Juste après, Ted Smith fut embauché par l'atelier d'effets spéciaux de Ted Ray sur le film Darkside, les contes de la nuit noire. C'est là que le chemin de Ted croisa celui de Steve Wang. Alors auréolé du succès de son travail sur Predator et travaillant actuellement sur Gremlins 2 pour le compte de Cinovation, Wang effectuait un travail non crédité sur la gargouille. C'est là que Ted Smith put enfin rencontrer l'un des artistes de son panthéon personnel, comme ce fut le cas pour Steve quelques années plus tôt avec Rick Baker. Comme quoi, si les choses semblent parfois arriver par hasard, le travail et l'investissement dans sa passion est un bon levier pour concrétiser ses rêves. C'est durant leur travail sur Tales from the Dark Side que Steve confia à Ted son envie de passer à la réalisation et lui parla de son idée de produire une version plus professionnelle de son film Super 8 de jeunesse, Kung Fu Rascal. Durant les pauses déjeuner, il passait son temps à décrire des cascades, des combats et des situations ubuesques dans la franche lignée des Looney Tunes et de Tex Avery. Emballé par l'idée de ce projet, Ted en parla à son ami et voisin Wyatt Weed,
Ce dernier fut on ne peut plus enthousiaste à l'idée de travailler sur un projet de Steve Wang. À ce moment-là, Wyatt était assistant de production sur Logging Dead, un film sur un voyage archéologique au Mexique qui tourne mal. Prêtres, créatures et rituels, tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Le travail de maquillage du film est réalisé par la société de Carl Buckler, Makeup and Mechanical Imagery Shop, ou MMI Shop pour les connaisseurs. MMI qui travaillera aussi sur Bride of Reanimator, le deuxième film de la série Reanimator, et Arena, un film d'Empire Pictures. La première société de Charles Band avant qu'il ne fonde Full Moon Entertainment. Vous ne connaissez pas Full Moon Entertainment? Ah non, tu vas pas recommencer. Bon, d'accord, mais bon, quand même, ces trois films sont plutôt significatifs dans le sujet qui nous intéresse. Car un grand nombre d'intervenants y ayant participé se retrouvent dans Kung Fu Rascal et dans Guyver, comme par exemple Brian Yuzna qui sera producteur de ce dernier. Oui, mais on pourrait pas en parler plutôt après. Bon, mais je vais quand même vite parler de Les Claypool. Qui ça? Eh bien, ça tombe bien que tu le demandes. Les Claypool est principalement un bassiste qui, pour la petite histoire, sera recalé pour inadéquation stylistique lors d'une audition avec Metallica pour remplacer le regretté Cliff Burton. Il mettra son style de slap si particulier à profit en créant le groupe Primus sous l'impulsion de son ami Todd Hutt. Et du Primus, vous en avez déjà entendu, même si vous ne le savez pas. C'est en effet eux qui ont composé la chanson du générique de la série South Park. On peut d'ailleurs voir Les Claypool dans son propre rôle dans le dit générique. Or, en 1987, Les Claypool est en plein dans la réalisation d'un film de Kung Fu en Super 8. Quand à la moitié du film, il se rend compte qu'il n'y a pas un seul acteur asiatique dans son film. Ce qui est problématique dans ce genre de film, vous en conviendrez. Par chance, son ami et voisin Nancy Calzado, avec qui il réalise ce projet, va demander de l'aide à des asiatiques de sa connaissance. Et dans le lot se trouve Johnny Saiko. Ah, bah ça tombe bien alors. Plutôt oui, car par l'intermédiaire de Johnny, Les va rencontrer Steve Wang. Ils discuteront beaucoup du projet, mais ce dernier ne sera jamais terminé malheureusement. Tout ça pour rien, quoi. Alors oui et non, car ça sera aussi le début d'une belle amitié. En plus de tenir un rôle dans Kung Fu Rascal, il en réalisera la musique, les effets sonores et la coordination des doublages. Ce qui lui servira d'ailleurs de point de départ pour sa société qui se spécialisera dans le sound design et le doublage d'animation et de jeux vidéo. Bon, justement, quand est-ce qu'on en parle de Kung Fu Rascal? Justement, on y est presque. Nous arrivons en 1989 et Steve Wang décide de tester son équipe et ses compétences nouvellement acquises en réalisant un court-métrage de 15 minutes qu'il baptisera Code 9. Il s'agit d'une enquête gouvernementale dans un laboratoire secret qui se termine par un cliffhanger qui annonce doucement, sans le savoir, le projet Guyver. Il profite de ce tournage pour tester les synergies entre les différents artistes et pour se faire une idée du travail que représente la réalisation professionnelle d'un film. Sa seule expérience étant pour le moment le premier Kung Fu Rascal en Super 8. Conforté par l'expérience, Steve sera contacté par une compagnie chinoise qui lui offre 20 000 $ pour financer son projet de Kung Fu Rascal sous la forme d'un court-métrage de 30 minutes. Les compères se rassemblent et débutent de la production du film. Cependant, à mi-chemin du tournage, la compagnie fait faillite et le projet ne touchera pas un centime des 20 000 $ promis. Malgré ce revers, Steve Wang reste motivé par le projet, quitte à le financer intégralement de sa poche. Pour financer les 33 000 $ dont le projet aura finalement besoin, il investira ses économies allongées de 15 000 $ qu'il empruntera à son père, et aussi un petit peu à son frère aussi. Après ce démarrage plutôt chaotique, l'équipe d'amis se coordonne et s'investit corps et âme dans le projet. L'équipe en question sera notamment composée de Johnny Saiko, Ted Smith, Wyatt Weed, Les Claypool, Matt Rose et Ed Young. Tous ces artistes se rassemblaient autour de ce projet par pure passion, sans la moindre attente financière. Ils travaillaient dessus sur leur temps libre et endossaient voire plusieurs rôles, en plus de travailler sur les costumes, les décors et même comme caméraman ou chef opérateur. C'est par exemple Wyatt Weed qui improvisa à partir de panneaux de frigolite des réflecteurs pour mieux gérer la lumière lors des prises de vue. Cette gestion de la lumière était très importante, principalement à cause du support sur lequel le film était tourné, à savoir le Super 8.
Si le Super 8 offre un meilleur résultat d'image que le caméscope VHS, il se montre malgré tout compliqué à manipuler. Alors, contrairement à la pellicule classique, la pellicule Super 8 ne comporte pas de négatif. Une fois que le film est développé, c'est le produit fini. Du coup, il devient impossible d'en produire plusieurs tirages et la moindre erreur de manipulation revient à perdre l'ensemble des éléments filmés. Cette spécificité rend d'ailleurs impossible les techniques classiques de trucage par surimpression et forcera l'équipe à réaliser tous ces effets à l'ancienne directement devant la caméra. Ils useront et abuseront d'ailleurs de la perspective forcée. Enfin, niveau lumière, il n'y a pas de correction possible et on se retrouve avec une image fort contrastée, ce qui implique une grande prudence avec la gestion de l'exposition. D'où l'importance des réflecteurs de Wyatt. Toutes ces contraintes seront malgré tout perçues comme un challenge pour l'équipe. Selon Wyatt Weed, le tournage fut autant enrichissant techniquement qu'humainement. Très vite, le projet ne fut plus seulement celui de Steve, mais celui de toute l'équipe. Chacun y allant de ses propres ressources pour réaliser costumes et décors. De son côté, Steve Wang, en bon gestionnaire de projet, amortissait les dépenses importantes et veillait à nourrir l'équipe lors des réunions de production et des journées de tournage. Il alla même jusqu'à prêter de l'argent à Wyatt Weed pour lui permettre de continuer à payer son loyer dans une période où il ne trouvait pas de travail, afin qu'il puisse se concentrer sur le projet. Car oui, en plus de travailler sur Kung Fu Rascal, ils avaient tous un travail rémunéré qui les attendait. Hein ? Ainsi, un jour, Ted Smith, ayant fini un tournage tard le dimanche soir, se rendit au travail le lundi matin avec des traces d'eyeliner impossibles à effacer, ce qui éveilla la curiosité de son employeur de l'époque, qui fut sidéré d'apprendre qu'il travaillait autant durant son temps libre pour n'en tirer aucune rémunération. Travailler pour rien gagner, t'imagines ? Enfin, ces contraintes impactèrent le rythme du planning des tournages. En général, les gars préparaient un set en quelques semaines, et une fois prêts, ils tournaient l'ensemble des scènes et passaient au set suivant. Toujours à cause du budget limité dont le film disposait, la majorité des scènes en extérieur furent tournées dans des endroits isolés pour éviter les demandes d'autorisation et l'intervention des autorités. L'une des rares demandes d'autorisation a été pour les scènes sur la plage. L'administration leur indiqua qu'ils n'avaient pas besoin d'une telle autorisation car il s'agissait d'une production assimilable à un film d'étudiants. Lorsque le tournage débuta, ils furent accostés par un garde-côte qui leur demanda leur autorisation, et une fois les explications données, il les laissa travailler et chassa même les éventuels badauds qui furetaient autour du set. Voilà. Comme quoi, il y a aussi parfois des histoires qui se passent bien entre les cinéastes et l'administration. Enfin, justement, ces scènes sur la plage demandèrent pas moins de 16 jours de tournage dans des conditions climatiques extrêmes. Grosso modo, l'équipe frôlait l'hypothermie le matin, enchaînait sur des insolations le midi pour en retourner vers l'hypothermie en fin de journée. Voilà. Pas mal de plans de ces scènes fuirent l'objet de bon nombre de tours de passe-passe imposés par les restrictions induites par le Super 8. Perspectives forcées, maquettes, pieds géants en pierre. Toutes les techniques des grands maîtres de l'âge d'or du cinéma ont été mises à profit pour rendre la bataille des géants crédible et épique. Le script d'origine faisant une trentaine de pages, Steve Wang laissa libre cours à l'imagination de ses comparses. Une direction plutôt peu commune dans ce genre de film à budget très serré, où l'on tend justement plus à coller au script à cause des contraintes budgétaires. Ce genre de décision jouera malgré tout en la faveur du film grâce à l'énergie et à la folie créative de cette bande de joyeux lurons. Mais pour quel résultat, me direz-vous ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble de ce pas. Par contre, avant de regarder ce film, entendons-nous bien. Décrire fidèlement un film dont le principal intérêt réside dans des gags situationnels et des jeux de mots stupides, c'est une mission quasiment impossible. Vous avez déjà essayé de résumer l'intrigue d'un Naked Gun à quelqu'un ? Enfin bon, ceci étant dit, je ferai de mon mieux pour vous le décrire, et si ça vous tente, vous pouvez le retrouver en intégralité sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Three Fools from the Orient. C'est bien, le film joue carte sur table d'entrée de jeu. Bien que faisant ici écho à Steve Wang, Johnny Saeko et Ed Young, ce nom renvoie également aux 3 Stooges.
une troupe d'humoristes des années 60 dans la pure continuité des Marx Brothers. D'ailleurs, Sam Raimi, autre grand fan des Trois Stooges, s'inspirera directement des gags visuels de ces derniers dans Evil Dead 2, notamment pour la scène de l'œil. Le film débute sur un homme grenouille transportant un cochon chaman. Outre le fait que je n'imaginais pas un jour prononcer cette phrase sérieusement, on notera une sérieuse similitude entre l'homme grenouille et les mutants de Hell Comes to Frogtown. Par contre, sont-ce les costumes de ce film ou en ont-ils créé de nouveaux à partir des moules qu'ils ont créés pour le film? Mystère. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'informations pour valider l'une ou l'autre de ces théories. Le moine se présente à une entrevue avec son maître, le terrible Bambooman de Kapow. Oui, alors accrochez-vous parce que les jeux de mots et les références subtiles parsèment le film. On apprend que l'attaque d'un temple par les forces du Bambooman est sur le point de se terminer. Tout se passe comme prévu, excepté... Sire, there is one more thing. Un voleur s'est introduit dans la chambre forte du palais et a dérobé une tablette en pierre qui, malheureusement, était essentielle au plan de conquête du Bambooman. Say what? Car elle détient un pouvoir inimaginable. A key to a force, to a power most big. Tiens, en parlant du voleur, le voici. Chen Chow Mei, nom qui fait référence à un plat de nouilles sautées cantonnées, se déplace vite et agilement dans les bois pour tenter de fuir les gardes qui sont à ses trousses. Après cette intense bagarre, nous faisons connaissance avec les deux comparses de Chen. Lao Tse, maître du déguisement, et disciple spirituel de Bruce Lee. Et Ripo, un ninja punk. Who are you? It's me, Lao Tse. C'est vrai que l'illusion était parfaite. Une fois remis de cette supercherie, Chen montre à ses comparses la tablette en pierre, qui s'avère être une carte ressemblant à un bonhomme en pain d'épices. Ripo, affamé, tentera sans succès de manger la fameuse carte, et dépité propose à ses amis d'aller manger dans un resto en ville. Malheureusement, le shérif de la région de Xinghua, alors là il y a une référence pour le fameux baume Xingwan, informé par une grenouille espionne, les attend déjà dans le restaurant, accompagné de ses acolytes, Darling, Look, boss, it's that dumb guy we're after. He's fallen into our evil clutches. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, mais c'est les années 80 et c'est fait avec la plus grande des bienveillances pour l'époque. Et Baffoon, le shérif confronte les trois rascals dès leur arrivée. Après les présentations de rigueur, le shérif siffle une nuée de ninjas armés de sabres pour maîtriser nos trois compères. Au même moment, au château du Bambooman, la grenouille apporte la nouvelle de l'intervention du shérif. Et en profiter de cette petite ellipse, les rascals mirent une raclée au shérif et à ses hommes et se mirent en route vers la cabane du sage qui leur permettra de déchiffrer la tablette. What's happening? Après s'être discrètement annoncés, ils rencontrent le vieux sage qui leur révèle le mystère de la pierre. According to these hieroglyphics, follow the map to the spot marked X. Fort de cette entrevue, nos compères se remettent en route. Profitant d'une pause durant leur périple, Ripo quitte le groupe pour aller se soulager en fredonnant la chanson du générique de fin. Plutôt méta, hein. Profitant de son inattention, un groupe de ninjas se prépare à les prendre par surprise. Malheureusement pour eux, Lao Tse, attirant l'attention de Ripo, fait échouer leur approche furtive.
Qu'à cela ne tienne, ils passent à l'offensive et mettent à rude épreuve nos 3 rascals. Dépassés par le nombre, ils décident de briser la tablette et d'en emporter un morceau, chacun de son côté. Au terme de cet affrontement, les ninjas capturent Lao Tse et l'amènent au camp du shérif. Après l'avoir fouillé, le shérif tente d'obtenir la position des 2 autres en recourant à la torture. Attirés par les hurlements de terreur de leur ami, Chen et Rippo retrouvent la piste du campement et mettent au point un plan de diversion pour le tirer de ce mauvais pas. Alors que Chen attaque le shérif de front, Rippo en profite pour libérer Lao Tse, défiguré par le bourreau du shérif. S'ensuit un long enchaînement de scènes de bataille, tout prétexte à un florilège de plans cool et de gags visuels. Au terme de cet affrontement, le shérif est finalement vaincu. Lao Tse obtient sa vengeance. Récupère le fragment de tablette et le groupe peut se remettre en route. Pour sa part, le moine fou doit assumer l'échec du shérif auprès de son maître. Il décide de prendre les choses en main et pour l'aider, le Bambouman lui confie la pierre de lune pour lui permettre d'invoquer les pouvoirs du Néo-Titan. Pendant ce temps, le voyage de nos 3 amis les conduit au bord de la mer. Chen en profite pour raconter à ses amis la légende du Néo-Titan. De son côté, le moine fou entreprend de réveiller le dit Néo-Titan pour en finir une fois pour toutes avec les 3 rascals. Surpris par la venue du Titan, nos 3 héros tentent de fuir, mais Rippo se piège accidentellement dans des algues et n'arrive plus à bouger. Dans la panique, il fait remarquer à ses amis que le Titan ressemble au bonhomme en pain d'épices de la tablette. Réunissant leurs fragments de tablette, ils invoquent un autre Titan, le Métaspartan. S'ensuit un affrontement entre les 2 colosses. Laissant le temps à Chen et Lao de libérer Rippo. Ayant repéré le moine fou, Chen entreprend de se débarrasser de lui pendant que les 2 autres prêtent main forte au Métaspartan. Au terme de l'affrontement, Chen s'empare du sceptre du moine et le donne au Métaspartan pour lui permettre de détruire le Néo-Titan. Malheureusement, dans sa chute, ce dernier écrasera le pauvre Rippo. C'est une victoire amère pour nos héros. Mais alors que le duo survivant rend hommage à leur ami, Rippo, qui avait pu creuser une galerie sous le Titan, arriva derrière eux. L'équipe étant de nouveau au complet, c'est le moment des réjouissances. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Dans son château, le Bambouman châtie le moine fou et le remplace par une autre de ses servantes. La prochaine fois, les rascals devront affronter la fureur de Misha, la sorcière. Three fools from the Orient, and we're back in trouble, a predicament. The bad guys need a lesson in Kung Fu etiquette. With speed and balance, precision and wits, well-placed punches, well-aimed kicks, the stuff what legends made of will all be Chinese myths. Repo, Chen Xiao Mein Lao Zi, Repo, Chen Xiao Mein Lao Zi, Repo, Chen Xiao Mein Lao Zi. Alors, c'était cool, hein? Voir autant de créativité dans un film à si petit budget, c'est fou. D'ailleurs, pas mal de professionnels de l'époque ayant vu le film ont demandé à Steve comment il avait fait pour réaliser un film de 102 minutes avec un budget qui n'en financerait que 5 sur le marché traditionnel. C'est un film réalisé par des passionnés qui ont eu foi en leur projet et s'y sont investis jusqu'au plus profond de leur être. Toutes les personnes présentes dans le film sont des amis qui ont accepté un ou plusieurs rôles dans le film. La seule exception était Troy Fromin, qui est le seul véritable acteur à avoir été auditionné pour jouer dans le rôle de Lao Tse.
Enfin bon, auditionner c'est un bien grand mot. Il est arrivé sur le set, on lui a enfilé un costume et une perruque et il est directement entré dans le feu de l'action. Avant ça, il avait travaillé comme acteur dans le film Kill Kill Overkill de Donald J. Jackson. Ce dernier, connaissance de Steve Wang, propose à Troy de participer au projet. Celui-ci, voyant le potentiel de l'expérience, accepta de travailler bénévolement, comme le reste de l'équipe. Steve Wang et Johnny Saiko, forts de leur maîtrise des arts martiaux, réalisèrent les chorégraphies de combat. Les Claypool étant l'un des rares autres membres à disposer d'une expérience dans le domaine, Steve planifia avec lui l'un des plus longs combats du film. Les deux hommes se retrouvèrent dans un dojo mis à leur disposition par le sensei de Les et répétèrent longuement leurs mouvements. Car Steve voulait des plans filmés de côté. Or, cet angle mettant en évidence les faux coups, il n'était quasiment jamais utilisé pour les scènes de combat. Qu'à cela ne tienne, ils décidèrent de porter de vrais coups, avec toutefois des poings amortis. C'est quand les poings ne sont pas totalement serrés, hein, comme ça. Pour la petite anecdote, durant la bagarre avec les éventails, on entendit un son de craquement assez particulier et Les, sur le ton de la conversation, a répondu qu'il s'agissait de son nez qui se cassait. Pour les rôles des combattants secondaires, il n'était pas rare qu'un seul acteur vienne plusieurs fois dans une même scène avec un costume différent. Lorsque vint le moment de la post-production du film, Steve, pour limiter les frais de location du studio de montage, prépara l'ensemble du découpage chez lui. Quant au son du film, qu'il s'agisse des bruitages, des dialogues ou de la musique, tout a intégralement été enregistré dans le garage de la mère de Les, où ce dernier avait installé un studio d'enregistrement. Grâce aux heures passées sur le pré-montage, Steve connaissait parfaitement tous les dialogues du film, pouvant donner la réplique et le ton à tous les autres acteurs. Il travailla également avec Les à la création des effets sonores, à l'aide de toutes sortes d'objets hautement techniques, tel qu'un tuyau dans une bassine d'eau pour illustrer le Titan sortant de la mer. Une fois le film monté, il ne resta plus à Steve qu'à trouver un moyen de le distribuer. Il fallut environ 2 ans pour que Steve finisse par trouver un premier distributeur en la personne de Chris Gore, par l'intermédiaire de son magazine Film Trade Video Guide. Le but du magazine était de promouvoir le cinéma indépendant en publiant des articles sur les films et en proposant ces derniers à la vente par leur catalogue de vente par correspondance. Le seul investissement demandé était d'acheter un espace publicitaire dans le dit magazine. À ce moment-là, Steve Wang n'avait même pas les moyens de se payer cet espace publicitaire. Mais le film plaisant énormément à Chris Gore, il lui offrit de promouvoir gratuitement le film. C'est un petit coup de pouce qu'il donnait de temps en temps aux projets qui lui faisaient une bonne impression. Le contrat de distribution était un des plus honnêtes qu'on puisse voir dans la profession. Film Trade s'occupait de la promotion, de la réalisation des pochettes, de la duplication des cassettes, de l'expédition et de l'envoi des chèques, et en échange, il ne demandait que le droit de dupliquer et de vendre le film. Steve restait propriétaire de son film à 100%. Le rêve pour un cinéaste indépendant dans le monde des requins de la distribution. Ce qui ne fut pas le cas durant son partenariat avec York Home Video pour une distribution à plus grande échelle. Chez Film Trade, Kung Fu Rascal arriva rapidement en tête des ventes du magazine, côtoyant Necromantic, un film underground allemand dont le titre vous donne une idée de sa thématique. Mais là où Film Trade jouait la transparence et l'honnêteté, York Home Video se montra plus opaque en termes de communication. Au début, il soutenait à Steve que les ventes ne décollaient juste pas et qu'il faudrait encore attendre avant de voir arriver d'éventuels bénéfices. C'est au détour d'un article dans la presse spécialisée de l'époque que Steve fut surpris de découvrir un commentaire dans lequel York Home Video affirmait que le secteur des petits films indépendants se développait bien, et quelle ne fut pas sa surprise de voir Kung Fu Rascal cité comme l'une des meilleures ventes, chiffres à l'appui. Il se rendit immédiatement dans les bureaux de la société, article à la main, et demanda à voir la couleur de la somme publiquement reconnue. Dos au mur, York Home Video finit par lui donner son dû. Ce n'est pas étonnant qu'un studio, dès qu'il peut se le permettre, développe son propre service de distribution. Ce manque de transparence sur les bénéfices est encore d'application de nos jours d'ailleurs, avec les plateformes de streaming. Avec la fin de l'ère du VHS, l'avènement du DVD et l'évolution du marché de la distribution vidéo en particulier, Film Trade mit fin à son magazine et à la vente de titres par correspondance.
Comme son contrat le stipulait, tous les invendus furent remis à Steve Wang, étant donné qu'ils n'ont jamais détenu les droits sur le film. D'une honnêteté rare, je vous dis. Une honnêteté rare. De nos jours, il est possible de retrouver le film dans son intégralité sur YouTube. Et pour les amateurs de suppléments, d'archives et de documentaires, une superbe édition Blu-ray est sortie chez Visual Vengeance. Elle comporte plusieurs heures d'interviews, le making-of d'origine du film, le premier Kung Fu Rascal tourné par le jeune Steve Wang, le court-métrage Code 9, une copie de l'article paru dans Film Tree de Video Guide et bien d'autres bonus. Si vous cherchez à vous le procurer, je vous conseille de vous tourner vers le site Metaluna Store. Il dispose aussi d'un grand choix de films bis valant le coup d'œil. Ceci clôture notre première partie de la saga Guyver. Lors de notre prochaine rencontre, nous parlerons de la mise en chantier de l'adaptation live du manga Guyver. Nous verrons comment la team de Kung Fu Rascal s'est retrouvée embarquée dans une aventure pleine de rebondissements par un maquilleur et artiste punk fréquentant la scène underground, Screaming Mike George. D'ici là, il se fait tard et le vidéoclub doit fermer ses portes. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.